Salut à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour ce point de marché du 5 juin 2022. Alors qui sera sans doute un peu plus court que d'habitude, parce qu'il n'y a pas eu, globalement, il n'y a pas eu grand-chose, hein. Il y a la plupart des marchés en fait ont fait du surplace la semaine dernière, à l'exception de deux marchés qui ont beaucoup bougé, les matières premières et les taux. Alors justement, cette vidéo s'intitule «Matières premières, correction ou inversement de tendance». Alors, avant de commencer un petit peu à parler de l'actualité, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un point de marché il y a de cela une semaine où j'avais trouvé étrange qu'on observait des signes de ralentissement de l'inflation aux États-Unis. Et moi, je me posais la question, je me dis, c'est marrant, on observe déjà un ralentissement de l'inflation aux États-Unis, alors que les matières premières, elles, ne manifestent aucun signe de faiblesse. Donc soit, voilà, la question, soit les chiffres sont un peu maquillés, première hypothèse. Deuxième hypothèse, on a un ralentissement de la consommation parce qu'on sait qu'une hausse de l'inflation a des effets récessifs, donc un ralentissement de la consommation, ce qui oblige, heu, qui commence déjà à obliger les entreprises à moins impacter les hausses de prix et donc avoir un ralentissement, de l'inflation avant même que le prix des matières premières diminue. Et donc du coup, on pourrait avoir comme une inversion, du cycle. Bon, personnellement, voilà, je me pose quand même toujours la question et cette semaine nous a donné quelques éléments de réponse. Alors, justement, au niveau macroéconomique, a priori, le chiffre aux États-Unis, ça semble être un petit peu un ralentissement effectivement de l'inflation, mais qui n'a pas été confirmé en Europe, puisque en zone euro, on a eu des chiffres d'inflation qui sont sortis cette semaine et ils ont été vraiment très mauvais. Et on voit que l'inflation en zone euro continue d'accélérer. Donc ce qui quelque part conforte finalement mon analyse, qui part du principe qu'avant de voir l'inflation ralentir durablement, il faut déjà observer un retournement de tendance au niveau des matières premières. On sait que cette inflation, que l'on observe depuis plusieurs mois, elle est le corollaire de la hausse des matières premières que l'on a vu au moment du début des déconfinements. Et donc du coup, logiquement, avant de commencer à avoir des chiffres de l'INSEE, des chiffres que nous sortent les différents organismes statistiques qui témoignent d'un ralentissement de l'inflation, il faudrait déjà commencer à voir les matières premières commencer à corriger. Et là, justement, cette semaine, on a eu des choses assez intéressantes au niveau des matières premières. Je vais en reparler. Alors, au-delà de la macroéconomie, on a l'actualité géopolitique avec des Russes qui continuent à avancer dans le Donbass, hein. Donc, la guerre en Ukraine, donc, qui a 100 jours, hein, quasiment au moment où je tourne cette vidéo. En gros, il y a pour le moment trois phases, hein. Première phase, ça a été une phase où tout le monde est tombé de sa chaise quelque part, hein. Peu de personnes s'attendaient à ce que la Russie envahisse l'Ukraine. Donc il y a eu vraiment une première phase vraiment de stupéfaction. Une deuxième phase finalement où les Ukrainiens ont très bien résisté. D'ailleurs, ils continuent à bien résister, ce qui a obligé les Russes à abandonner leur plan d'invasion de l'Ukraine. Et là, on semble être entré dans une troisième phase où les Russes veulent consolider leur position dans le sud, mais surtout progresser dans le Donbass qui est majoritairement russophone. Et de plus en plus de spécialistes commencent à prédire une victoire entre guillemets, hein, de la Russie, à la manière un peu de ce qui s'est passé en Finlande en 1939, hein, donc je rappelle, hein, lors de la signature du pacte germano-soviétique, hein, en 1939, donc l'Allemagne a envahi la Pologne, les Russes, 2 semaines après, l'armée rouge soviétique envahit l'est de la Pologne et les soviétiques envahissent aussi les pays baltes et une partie de la Finlande. Alors si au niveau des pays baltes et de la Pologne, ça a été très rapide, la victoire soviétique a été très rapide. En Finlande, ça a été très compliqué.
les soviétiques ont perdu énormément de personnes, de matériel, un peu comme ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Mais cette séquence, hein, a marqué la neutralisation de la Finlande, hein. La Finlande a fini par perdre contre les soviétiques et a dû céder une partie de son territoire aux soviétiques. Et a priori, moi je suis pas un historien, ce qui semble, se ce qui semble s'annoncer en Ukraine, ça serait une finalement entre guillemets «une neutralisation», de l'Ukraine. Alors l'Ukraine ne sera pas envahie, par les Russes, ne sera pas totalement envahie par les Russes bien évidemment, mais on pourrait avoir un le sud de l'Ukraine, hein, notamment la Crimée et une partie de l'est, ukrainien avec, le Donbass qui serait annexé, par la Russie, ce qui provoquera évidemment une neutralisation de l'Ukraine et a priori c'est un peu l'objectif que semble maintenant poursuivre Vladimir Poutine. Et d'ailleurs en aparté, il y a eu une vive altercation entre Zelensky et Macron, le président français qui a appelé à ne pas humilier la Russie. Donc, quand on analyse un petit peu ce langage diplomatique, parce que bon, et ce qui a d'ailleurs fait sortir de ses gonds les Ukrainiens, on peut pas dire que les Russes sont en train d'être humiliés, ils progressent en Ukraine. Et Emmanuel Macron, qui quand même connaît très très bien la géopolitique, qui appelle la communauté internationale à ne pas humilier la Russie, quelque part c'est interprété du fait que finalement une partie des Occidentaux commence à entrevoir le fait que certaines parties de l'Ukraine pourraient être cédées à la Russie. Et ça, évidemment, ça pourrait être un tournant finalement de la guerre, hein, entre la Russie et l'Ukraine. Et d'ailleurs, on a eu un une désescalade dans le sens où des négociations sont en cours avec la Russie pour reprendre les exportations de blé à partir de la grande ville de Mariupol qui est maintenant euh, intégralement occupée par les Russes. Et ça, évidemment, ça a eu un impact cette semaine sur certaines matières premières. Donc voilà un petit peu sur l'actualité géopolitique. L'actualité monétaire, les banques centrales semblent continuer dans la logique du resserrement monétaire. Et donc ça, évidemment, ça a eu un impact sur les taux cette semaine. Et enfin, je termine sur ce chapitre de l'actualité, par l'actualité politique franco-française. On est à une semaine avant le premier tour des législatives et a priori, la gauche, hein, NUPS et la majorité présidentielle semblent être au coude à coude au niveau de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je pense faire très très bientôt une vidéo pour expliquer justement où j'expliquerai en quoi c'est important pour la démocratie qu'il y ait une Assemblée nationale équilibrée, c'est-à-dire où la majorité présidentielle ne remporte pas la majorité absolue, afin tout simplement de refléter l'état actuel de l'opinion publique, hein. Moi, sur cette chaîne, vous le savez, je suis pas là pour donner des consignes de vote ou donner mon opinion, mais dans l'intérêt de toutes et de tous, de tous celles et ceux qui aspirent à atteindre la liberté financière, c'est important qu'il n'y ait pas trop de grabuge social, qu'il n'y ait pas d'explosion sociale. Et j'expliquerai dans une vidéo pourquoi, afin d'éviter qu'il y ait une explosion sociale, c'est important qu'il y ait une assemblée nationale qui soit représentative bah, des élections finalement, des votes qu'il y a eu à la présidentielle. Voilà, c'est un peu un petit hors sujet. Je reviens sur le point de marché. Alors, je vais commencer par les matières premières justement parce que évidemment c'est là où ça a pas mal bougé. Alors, sur les matières premières, on a 2 types de matières premières. On a les matières premières alimentaires, ça y est, qui ont commencé à corriger sévèrement. Donc regardez le blé. Donc le blé, là on est en page journalier et là on a eu une très forte correction. Donc là on a eu il y a 2 semaines une envolée des cours de blé quasiment vers le record suite à l'invasion de l'Ukraine, hein. Je vous rappelle, hein, l'Inde qui, à cause de la sécheresse, décide d'arrêter ses exportations de blé. Donc on a eu une poussée de fièvre sur le blé. Et depuis, le blé corrige lentement. Et là, on a eu cette semaine
une accélération de la correction du blé qui revient quasiment à ces niveaux qu'il avait au plus bas, hein. On a eu une première poussée de fièvre du blé, ensuite on a eu une respiration, une baisse, puis une accélération, une nouvelle poussée de fièvre du blé, et là on revient au niveau des 1000 à 1050 dollars. Voilà, donc là ça va être assez intéressant. Alors la question évidemment, est-ce que c'est une correction ou c'est un retournement de tendance? Il va falloir surveiller le seuil des 1000. Si on enfonce le seuil des, euh, des 1000 dollars, là ça pourrait marquer vraiment un renversement de tendance sur le blé qui pourrait finalement, si on renverse la tendance du blé, on pourrait commencer à entrevoir, euh, du moins à moyen terme, une désinflation. Alors d'un point de vue politique, alors je fais un zoom, hein, sur le blé. D'un point de vue géopolitique, les Russes ont tout intérêt à reprendre les exportations, à faire en sorte que le cours du blé se tasse. Pourquoi? Alors je rappelle, hein, donc les sanctions qui ont été prises contre la Russie et les condamnations proviennent essentiellement des pays occidentaux, notamment États-Unis, Canada, Europe de l'Ouest et certains Européens de l'Est, hein, notamment la Pologne, les pays baltes, etc. Mais la majeure partie de la communauté internationale, si je raisonne en population, notamment l'Inde, l'Afrique, qui pèse énormément d'un point de vue population, démographie, ne condamne pas ce qu'a fait la Russie, ne condamne pas l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et encore moins ont choisi de mettre des sanctions contre la Russie. Mais si le prix du blé continue à augmenter, on va raisonner par l'absurde, si le prix du blé continue à augmenter, vous allez avoir des famines qui vont apparaître, notamment en Inde, notamment en Afrique. Et qu'est-ce qui risque de se passer s'il y a des famines dans ces pays-là? Bah, le bouc émissaire qui sera désigné, ça sera la Russie. Donc les Russes ont intérêt à calmer le jeu au niveau des cours des matières premières, notamment des matières premières alimentaires, en essayant de faire en sorte que les exportations se fassent de blé, de maïs, se fassent au mieux afin de diminuer les tensions alimentaires qui ont lieu dans un grand nombre de pays qui, pour le moment, affichent une sympathie ou tout du moins une non-hostilité à ce qu'a fait la Russie en Ukraine. Donc a priori, si les choses se passent entre guillemets normalement, le prix du blé devrait continuer à refluer. Alors c'est un peu la même chose pour le maïs, hein. Alors en maïs, alors en pas journalier, on voit une baisse qui est encore somme toute relative. Par contre, quand on passe en pas horaire, hein, on voit bien que la baisse a été assez forte, hein. Cette semaine, le maïs a perdu plus de 10% de sa valeur. Donc on a un nombre de matières premières alimentaires, et non des moindres, le maïs et le blé, qui servent quand même d'ingrédients de base à pour un grand nombre de pays, hein, c'est l'aliment de base. On voit qu'on a un reflux, une forte correction des matières premières alimentaires. Alors par contre, au niveau des matières premières énergétiques, hein, le pétrole continue à augmenter. Le gaz naturel, pareil, résiste très très bien. Le cuivre est en train également de bien stabiliser, et le nickel qui stabilise autour des 27 000, 28 000 dollars la tonne. Donc en gros, ce que l'on peut dire sur les matières premières, c'est qu'on a une éclaircie, hein, jusqu'à il y a encore 10 jours, toutes les matières premières montaient crescendo, hein, elles montaient toutes en même temps, ce qui ne donnait aucune lueur d'espoir à un reflux de l'inflation. Cette semaine, on a assisté à une correction, à une forte correction d'un certain nombre de matières premières alimentaires de première nécessité. Alors pour le moment, sur l'énergie, le pétrole, le gaz naturel, on ne le voit pas, mais déjà d'un point de vue sur les matières premières alimentaires, ça y est, on a une forte correction. Alors c'est un peu trop tôt pour parler d'inversement de la tendance, mais on a une forte correction. Alors au niveau de l'énergie, pour le moment, on ne voit pas encore un retournement. Alors
Pourquoi? Parce que on approche des vacances d'été. Alors ça, c'est mon point de vue. On approche des vacances d'été et a priori, l'inflation, qu'on a pu observer n'a pas encore, impacté, les, le train de vie des ménages, hein. Beaucoup de personnes, moi je vois autour de moi, hein, beaucoup de personnes n'ont pas, du tout prévu de, de ralentir, en tout cas de sabrer le budget vacances, voyage, hein. Après 2 années de covid, de confinement, de couvre-feu, cet été, voilà, les gens ont envie de se lâcher, de profiter, de souffler pendant ces vacances d'été et donc on a encore une demande en énergie, en matières premières énergétiques, notamment le pétrole, le gaz, qui reste assez élevée. Et aussi, on a quand même, hein, la guerre en Ukraine qui est loin d'être terminée avec les embargos et cetera. Donc pour le moment, on a une lueur d'espoir au niveau des matières premières alimentaires, hein, avec une bonne correction, mais des matières premières énergétiques qui restent encore assez résistantes. Alors, donc là, voilà ce qui se passe sur les matières premières et si jamais on a, les prix des matières premières alimentaires qui continuent à baisser, on pourra commencer à parler de retournement de tendance, de bear market. Et si les prix des matières premières énergétiques se retournent également, là, on pourra clairement parler de désinflation. Alors, ce qui est très marrant, c'est que sur les taux, cette fois-ci, pour le moment, on n'a pas d'accalmie au niveau des discours des banquiers centraux, hein. Les banquiers centraux étaient en retard, hein, je vous rappelle, hein. Jérôme Powell, il y a quelques mois, Christine Lagarde, il y a encore quelques semaines, nous affirmait que l'inflation, c'était un pic, elle était temporaire. Là, ça y est, les banquiers centraux, dans leur discours, affichent une volonté de lutter contre l'inflation. Et donc, du coup, on a ce retard observé à l'allumage au niveau des remontées de taux. Bah, l'avantage, c'est que pour le moment, les banquiers centraux ne semblent pas avoir envoyé un discours, apaisant sur la cadence de remontée des taux, alors que le prix des matières premières alimentaires a commencé à baisser. Donc on a une, une montée des taux nominaux, hein. Les taux français, qui après une petite accalmie cette semaine, a connu une forte poussée de fièvre, hein. On est passé de 1,40 à 1,73, hein. 1,73 les taux français, 10 ans. Donc ça a été assez, une forte remontée, cette, semaine et pareil pour le 10 ans américain, qui était redescendu, vers 2,80 et là, on est quasiment revenu au niveau des 3 Donc cette semaine, alors c'est voilà, c'est quelques petits paradoxes, c'est-à-dire on a eu une détente des prix des matières premières alimentaires, donc qui pourrait, je dis bien qui pourrait présager d'un ralentissement de l'inflation, hein, de l'inflation dans les prochains mois, mais on a des taux qui ont fortement augmenté cette semaine. Donc ça c'est quelque chose quand même qui est assez intéressant parce que finalement, hem, là, c'est-à-dire si on a un ralentissement, si les matières premières commencent à corriger, qui commencent à corriger, mais que les taux continuent, que les banques centrales, elles continuent à avoir du retard, c'est-à-dire qu'elles continuent à monter les taux alors que l'inflation anticipée commence à refluer avec la baisse des matières premières, on pourrait avoir une envolée des taux réels. Donc, taux réels, c'est les taux nominaux moins l'inflation, hein, moins les anticipations d'inflation. Et là, on pourrait avoir une envolée des taux réels, ce qui évidemment ne serait pas forcément très très bon pour les métaux précieux. Voilà, donc vous voyez, on voit tout ça, c'est corrélé, c'est assez, voilà. Donc cette semaine, voilà, c'est vraiment matières premières versus taux d'intérêt. Et pour tout le reste, finalement, je vais aller assez vite, hein, sur, le spread entre les taux français et le taux allemand. Bah, ça a été vraiment flat, hein. On est toujours, autour de 50 BP de spread entre les taux français et les taux allemands. Rien à noter. Sur le marché d'échange, pareil, hein, l'euro-dollar qui tourne autour de 1,07, hein. Ça va aller assez vite, hein. Pareil, un sterling, le franc suisse, il n'y a pas eu grand chose cette semaine.
Sur les actions, on va aller assez vite, un CAC 40 assez flat qui a légèrement baissé. On est repassé en dessous des 6005, hein, mais bon, c'est l'épaisseur du trait. Dow Jones, légère baisse aussi. Nasdaq, très légère baisse également. Nikkei, pas grand chose à noter. Sur la Chine, il n'y a pas grand chose non plus. L'Inde, pas grand chose non plus. Afrique du Sud, pas grand chose. Et Brésil, pas grand chose non plus, hein. Ça a été une semaine vraiment assez flat, hein. Sur les métaux précieux, l'or qui tourne toujours autour de 1850. L'argent qui était, alors j'ai pas mis à jour le graphique, qui était à 22,10 il y a une semaine, qui a monté à 22,20, puis qui est redescendu légèrement en dessous des 22, donc pas grand chose à noter. Palladium très flat, platine très très flat également. Pas grand chose, hein. Ça a été vraiment une semaine très calme, hein, sur un grand nombre de marchés. Pareil, je termine par les cryptos. Pas grand chose, on tourne autour des 30 000 l'once, 30 000 le bitcoin. Et sur l'Ethereum, on est toujours en dessous des 2 000 l'Ethereum. Alors, un petit point quand même, hein, au sujet des cryptos, notamment du bitcoin, qui n'a pas beaucoup baissé, hein. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une forte baisse du bitcoin cette semaine. Pourquoi? Parce que Christine Lagarde a déclaré en début de semaine que les cryptos ne servaient à rien, que c'était un actif qui était limite pas légal. Enfin bon, bref, elle a eu des mots assez durs envers les crypto-monnaies. Donc on aurait pu s'attendre à ce que les cryptos corrigent fortement. Et puis finalement, non, le Bitcoin s'est maintenu autour des 30 000 le Bitcoin. Et ça, bon voilà, ça renvoie, c'est assez inquiétant, quelque part, que le Bitcoin n'ait pas corrigé suite aux annonces de Madame Lagarde, parce que ça renvoie un message finalement d'un manque de légitimité des discours des banquiers centraux. Ça, voilà. Est-ce que le Bitcoin va corriger avec retard suite aux annonces de Madame Lagarde ou pas? Mais pour le moment, moi je suis assez inquiet finalement de voir que le Bitcoin n'a pas corrigé. Alors tant mieux pour les investisseurs qui ont du Bitcoin, hein. Moi j'en ai un petit peu aussi. Par contre, c'est quand même assez inquiétant si des banquiers centraux, notamment la Banque centrale européenne, affirment que les cryptos, en gros, ça sert à rien, que c'est dangereux pour l'économie, que c'est limite illégal d'en avoir, que c'est pas une monnaie, et cetera, et que suite à ces annonces, le Bitcoin ne corrige pas. Bah, ça, c'est un message quand même envoyé à Madame Lagarde, comme quoi, en gros, ce qu'elle dit, finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc ça renvoie quand même un message comme quoi les marchés doutent de la crédibilité de la BCE. Et ça, c'est plutôt assez inquiétant. Tant mieux pour les investisseurs qui ont du Bitcoin, hein, mais franchement, quand j'ai vu la virulence du discours de Madame Lagarde vis-à-vis des cryptos, heu, moi je me serais attendu à voir le Bitcoin tomber vers 20 000 $. Il n'y a pas eu grand-chose. Tant mieux pour les investisseurs, mais ça, quelque part, ça envoie un signal assez inquiétant sur la crédibilité de nos banquiers centraux. Alors, je termine, voilà, ce point de marché est terminé. Je vais faire un petit focus sur mon portefeuille. Alors là, bah, évidemment, il n'y a pas eu grand-chose à noter, hein. Heu, j'ai fait peu de mouvements cette semaine, hein. J'ai observé, hein, j'étais vraiment en mode observation. J'ai juste renforcé mes positions obligataires, hein. Les taux ont connu une poussée de fièvre, hein, cette semaine, avec un OAT 10 ans français qui est à 1,75 quasiment. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, acheté j'ai renforcé mes positions sur l'OAT France, hein, et j'ai légèrement allégé mes positions sur les métaux précieux, notamment sur l'argent, sur l'or un petit peu, mais très légèrement. Pourquoi? Parce que si on a une remontée des taux réels, c'est-à-dire si on a à la fois un ralentissement des anticipations d'inflation couplé à un retard des banques centrales à monter les taux, qui continuent à remonter les taux, bah, on risque d'avoir une flambée des taux réels. Et on sait que une montée des taux réels n'est pas bonne pour les métaux précieux. Voilà, donc j'ai légèrement allégé mon portefeuille en métaux précieux, alors que l'argent se situe à un seuil, à un niveau de support très important, hein, les 22 $ l'once, hein. D'ailleurs, je m'étais renforcé
il y a 2-3 semaines au niveau des 22 $ l'once, mais j'ai profité un petit peu cette semaine pour alléger légèrement sur ces niveaux, hein. Moi personnellement, alors je fais peut-être une erreur, j'ai pas envie de défendre ce niveau des 22 $ l'once, hein. J'ai renforcé, je prends un peu une partie de mes bénéfices, mais j'essaye de me reconstituer du cash pour éventuellement renforcer mes positions sur l'argent si jamais on devait redescendre au niveau des 20 $ l'once. C'est quelque chose que je n'exclus plus. C'est quelque chose que je n'exclus plus parce que on a cette problématique de taux réel qui commence à à remonter. Alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être que l'argent va s'envoler à 23, 24, 25, 26 $ l'once, hein, c'est possible. Bon, si jamais ce scénario se produit, à la limite, c'est pas forcément gênant pour moi parce que j'ai déjà des positions sur l'argent métal que je vois. D'ailleurs, je vous le montre, hein. Voilà mon graphique sur l'allocation. J'ai quand même, vous voyez, une allocation quand même assez importante, hein, sur l'argent et l'or, hein, c'est quand même, sont quand même mes principales positions. Je suis plus investi sur l'argent et sur l'or que je ne le suis sur les actions. Donc si jamais l'or et l'argent repartent en ligne droite à 1 900-2 000 $ l'once pour l'argent, pour l'or, et 23, 25, 24, 25 $ sur l'argent, à la limite, heu, je vais le voir sur mon portefeuille, hein, mon portefeuille va fortement rebondir. À l'inverse, si jamais l'or et l'argent corrigent à cause de la remontée des taux réels, hein, pas les taux nominaux, mais des taux réels, bah, j'ai encore suffisamment de cash, hein, regardez le camembert là, j'ai suffisamment de cash pour moyenner à la baisse sur l'or et surtout sur l'argent pour renforcer au niveau notamment des 20 $ l'once. Donc ça c'est important, vous voyez un peu, je vous dis un peu ce que je fais avec mon portefeuille. Ça c'est important finalement que vous voyez ce que je fais, toujours d'avoir 2 scénarios. C'est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il n'y a jamais un scénario qui est certain. Il faut toujours avoir un scénario central et un scénario alternatif. Donc moi, pour moi, aujourd'hui, mon scénario central sur l'argent, alors je l'ai changé. Au début, mon scénario central, c'était on touche les 22 $ l'once et ensuite on repart. Aujourd'hui, j'ai dégradé la tendance. Je pense que le scénario central, ça va être que l'argent va sans doute tester des points bas de 2 ans. Donc il va sans doute tester les 20,5 voire même les 20 $ l'once. Donc je me réserve la possibilité de renforcer au niveau de l'argent à ces niveaux. Par contre, il ne faut pas exclure un scénario alternatif avec un rebond en V de l'argent qui repartirait tout de suite vers 22, vers 23, 24, puis 25 dollars l'once. Voilà. Je me réserve la possibilité, hein, soit l'argent repart en ligne droite. Bon, ma foi, j'ai pas mal d'expositions en argent. J'ai suffisamment d'argent en portefeuille pour avoir de bonnes performances sur l'année 2022. Et si jamais l'argent chute, j'ai des marges de manœuvre pour renforcer à la baisse. Voilà. Alors maintenant sur les indicateurs du portefeuille, bah, c'est assez stable, hein, par rapport à la semaine dernière, hein. On a toujours une valeur comptable du portefeuille qui s'élève autour des 25 330 euros. On a voilà, on a une performance réalisée qui tourne autour de 1,3%. Donc ça, c'est ce qui est au niveau du réalisé. Au niveau du latent, on a un portefeuille qui a quasiment pas bougé, hein. On a à quelques euros près, on est autour des 24 700 euros le portefeuille, donc quasiment pas bougé. On a un ratio de latence là encore qui tourne entre 13 et 14%. Donc on a beaucoup plus de moins-value latente que de plus-value latente, hein, ce qui explique un ratio de latence assez bas. Par contre, on a toujours une réserve, une marge disponible qui est assez élevée, hein. J'ai encore pas mal de possibilités d'arbitrer, enfin d'arbitrer, d'acheter, de prendre de nouvelles positions sur mon portefeuille, puisqu'on a un taux de marge disponible qui reste supérieur à 90%.
Alors au niveau des prix, de revient, pas grand chose à noter, à part évidemment une baisse, hein. On a des prix de revient qui baissent, au niveau de l'OAT et des treasuries US. Alors au niveau de l'OAT, pourquoi, ça baisse? Parce que j'ai pris de nouvelles positions sur les obligations françaises, hein. J'ai attendu, hein, que les taux augmentent et en fin de semaine, j'ai acheté, j'ai renforcé mon portefeuille en obligations assimilées au trésor, en OAT 10 ans français, parce que je pense que, voilà, on va sans doute commencer à souffler un peu, hein. Les taux ont fortement monté, on est à quasiment 1,75, et donc je me suis permis de renforcer mon portefeuille obligataire. Je rappelle, hein, mon portefeuille obligataire, hein, j'ai pas énormément d'exposition sur l'obligataire, hein, que ce soit américain ou français, donc je me suis permis, vous voyez, de renforcer, les OAT, françaises, parce que voilà, je profite, hein, je moyenne à la baisse, au fur et à mesure que les taux augmentent. Bah, je rachète quelques obligations, françaises, sachant que je suis encore très, très loin, d'être surinvesti en obligations. Donc si jamais les taux français vont à 2, je ne serai pas en péril, hein, je ne serai pas pris à la gorge. Vous voyez toujours, hein, d'avoir ces 2 scénarios, hein, scénario central, scénario alternatif. Mon scénario central, hein, sur l'obligataire, c'est que les taux devraient souffler, hein, les taux français devraient peut-être se détendre, légèrement, surtout si les matières premières alimentaires continuent à baisser et qu'on a une inversion de tendance sur les prix des matières premières énergétiques. On pourrait avoir du coup un apaisement, des taux français, ce qui sera évidemment positif pour mon portefeuille. À l'inverse, si jamais les taux, continuent à s'envoler à 2, bah, j'ai suffisamment de marge de manœuvre pour acheter, pour continuer à renforcer mes positions obligataires sur, aussi bien sur l'obligataire français que sur l'obligataire américain. Voilà, bah, je termine, ce point de marché, hein. C'est la fin de ce point de marché qui aura été plus court, que, d'habitude, parce qu'évidemment, il n'y a pas eu énormément, de nouvelles, hein. Voilà, s'il faut retenir 2 choses, un une inflexion, heu, une correction des prix des matières premières alimentaires, un une stabilisation, on va dire, hein, des prix des matières premières énergétiques et une poussée de fièvre sur les taux, d'intérêt, européens et américains. Donc dans les prochaines semaines, de toute façon, moi je vois mal des taux continuer à augmenter et des prix des matières premières qui chutent. Pour moi, soit on va avoir des prix des matières premières alimentaires finalement qui vont repartir à la hausse, et là on va avoir des taux qui continueront à monter, soit on va avoir des prix des matières premières alimentaires qui vont continuer à baisser, des prix des matières premières énergétiques qui vont se tasser et commencer à baisser, et là on pourrait avoir dans un second temps un, une rechute, une rebaisse des taux d'intérêt, du moins des taux d'intérêt européens, allemands, français et américains. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne, un bon week-end prolongé, de Pentecôte. Moi, me concernant, bah, il y aura pas de lundi de Pentecôte puisque demain, j'attaque un nouveau challenge, un nouveau travail, hein, puisque je change, d'employeur. Voilà. Donc, pour moi, voilà, il y aura pas eu de vacances, hein. Demain, j'attaque un nouveau challenge. Bon, voilà, je vous en parlerai à l'occasion, hein, c'est pas le sujet, c'est pas le débat, de cette vidéo. Mais, voilà, bah, en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Profitez bien, la météo n'est pas terrible. En tout cas, prenez bien soin de vous, de vos proches, et moi, j'aurai l'occasion de vous retrouver pour un nouveau point de marché d'ici une semaine. Voilà, je vous souhaite à tous et à tous très bon week-end et à bientôt. Salut!